fait ce que finalement on savait tous faire jusque-là. Principalement, ça a été de faire avec les moyens. On peut prendre un exemple concret, ne serait-ce que sur la définition des cas. Il y a un moment où on était totalement noyé par la temporalité de l'information. Vous couchez le soir avec le Covid dans la tête, vous vous releviez le matin et la définition avait changé. Donc j'ai fait des CME par visioconférence et cette CME par visioconférence, je l'ai ouverte à l'ensemble de la communauté médicale et j'ai fait exprès au cours de cette CME de faire aussi des exposés scientifiques. Les systèmes étaient déjà assez bien en place pour permettre la fluidité des informations. En fait, entre hôpitaux, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est peut-être entre les hôpitaux et les administrations que les choses se sont largement modifiées. On a eu des téléconférences quasiment quotidiennes à un moment. L'outil, on ne peut pas dire que les outils aient bien fonctionné. Le téléphone a très bien marché. En communication orale, on voit que ça passe bien mieux comme ça que plutôt faire des notes de service ou des mails. Parce que le mail est contre-productif au possible là-dessus, puisqu'on n'informe pas vraiment les gens. Bonjour, merci d'être avec nous pour cette dernière session, si on peut appeler ça comme ça, sur l'information médicale et la publication médicale. Dans cette session, on va parler essentiellement des journaux médicaux, de la façon dont ils retransmettent l'information, de la façon dont ils la reçoivent, la façon dont ils la digèrent, et puis essayer de voir si on peut progresser dans ce domaine. Il y a toujours des progrès à faire. Alors pour m'accompagner dans cette lourde tâche, c'est la phrase habituelle d'un modérateur, la tâche est toujours lourde. En fait, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'être accompagné d'abord par le docteur Antoine Lemaire, qui est chef de pôle de cancérologie ou d'oncologie. Je ne sais plus quelle est l'appellation officielle. Voilà, ça revient au même, à Valenciennes. Et puis le professeur Bruno Megarban, qu'on ne présente plus, qui est réanimateur à Lariboisière à Paris, bien évidemment. Et puis nous aurons à accueillir le docteur John McConnell, qui est éditeur en chef du Lancet, qui a enregistré un message et que nous allons entendre, bien entendu, dans cette session. On va peut-être poser les problématiques et parler de délai d'abord, parce que longtemps dans les sessions suivantes, vous avez entendu parler du temps qui passe et du temps qui est court et du temps qui est exigé par les autorités ou les tutelles, ça dépend comment on parle, et qui veulent toujours que l'information paraisse avant qu'ils aient pris les décisions. Et malheureusement, souvent, on a quand même des délais. On va parler de ces délais. Et puis le délai entre la publication elle-même et puis la mise en œuvre sur le terrain. Ça va vite, ça va pas vite, comment est-ce qu'on peut communiquer là-dessus, comment est-ce qu'on peut améliorer le circuit de cette information sans altérer la qualité scientifique, bien entendu, parce qu'autrement ça reviendrait à raconter n'importe quoi, et bien entendu personne d'entre nous n'est prêt à ce genre de choses. Et puis il y a aussi la multiplicité des connaissances qui sont de multiples origines. Si on reprend la Covid, par exemple, on n'est pas obligé de parler que de la Covid, mais quand même, ça occupe l'actualité. Si on regarde la Covid, les informations viennent de multiples sources, de multiples disciplines médicales, concernent de multiples spécialistes divers, ne serait-ce que de façon basique, déjà il y a les urgentistes qui sont impliqués, il y a les infectiologues, il y a les réanimateurs, il y a les pneumologues, et puis derrière vous avez les virologues. Vous avez déjà 5 spécialités extrêmement importantes qui doivent impérativement collaborer au minimum, et je ne parle pas des neurologues qui peuvent être aussi sollicités. Donc une multiplicité d'intervenants divers, de cultures différentes, et qui ont parfois des réflexes différents.
soignant. Un réanimateur n'a pas forcément les mêmes réflexes, et heureusement, je dirais un neurologue, par exemple. Et comment est-ce qu'on mixe tout ça et comment est-ce qu'on construit une information rapidement validée et mise à la disposition pour être utilisée. Et puis, il y a aussi le système d'identification des sources. Comment fait-on pour être certain de la qualité de ce qui nous est raconté ? Ou qui est publié. Comment gérer cette problématique et encore plus quand ce qui est annoncé ou publié paraît un petit peu divergent par rapport à ce qui est dans les esprits du plus grand nombre. Il est évident qu'il ne faut pas laisser passer une nouveauté qui pourrait être extrêmement positive, mais d'un autre côté, il ne faut pas répercuter, diffuser une nouveauté qui n'est en fait que une torsion de la science. Les systèmes, il faut aussi envisager et discuter des systèmes de diffusion. Est-ce que les journaux sont les plus à même de le faire? Est-ce qu'il y a comment utiliser pour de l'information scientifique, comment utiliser les nouveaux médias que sont Facebook, Twitter? Alors en ce moment, on parle bien entendu plus des effets négatifs que des effets positifs de ces outils de communication, mais comment est-ce que nous, scientifiques, qui, je le reconnais bien volontiers, pour la plupart d'entre nous, n'avons pas l'habitude de les utiliser de façon routinière. Comment est-ce qu'on peut, ma foi, rentrer dedans? Comment on peut rentrer dans ce système de communication pour le rendre sérieux et en évitant le risque d'être complètement dénaturé? Donc ça aussi, c'est une problématique qui est extrêmement importante. Alors la solution, il y aura peut-être les plus jeunes qui vont nous aider parce que ils sont nés avec un smartphone greffé sur les doigts, mais nous, comment on fait les intermédiaires? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Et puis comment est-ce que on va susciter la rapidité de l'exploration des phénomènes, c'est-à-dire en gros la recherche? Comment est-ce qu'on fait pour la dynamiser, la rendre plus rapide, tout en restant tout aussi fiable? Donc il y a vraiment un champ extraordinairement complexe et qui reste à explorer, à définir, à discuter. Et donc j'attends beaucoup de l'aide de mes collègues ici présents pour qu'on puisse en débattre tout à l'heure. Pour lancer un petit peu tout ça, on va écouter ce qu'a à nous dire le rédacteur en chef du Lancet, parce que je pense qu'il a abordé pas mal de ces thèmes. Alors rassurez-vous, pour ceux qui ne sont pas complètement anglophones, son intervention est sous-titrée. Donc mettez vos lunettes et vous allez avoir toute la pensée du rédacteur en chef du Lancet. Hello, I'm John McConnell. I'm editor-in-chief of The Lancet Infectious Diseases, a journal which is celebrating 20 years of publication this year. And during the past 18 months, I have been looking at a huge number of submissions to my journal and other Lancet journals on COVID-19. So in relation to this, one of the first questions I've been asked to address is how is the credibility of medical information established? And I don't think the process, the fundamentals of the process which we have used for establishing credibility have been different in the pandemic from any other time. So credibility, of course, requires replication. It requires large samples. It requires repeated work, and it requires establishing a consensus amongst experts so that hypotheses are testable and found to be reliable. That's certainly what we've done during this pandemic. And as we've moved through the pandemic, then the sort of information we've been looking at has changed. So to begin with, it was all about establishing that there was a new disease
what caused it, and what the characteristics of the disease were. And then we moved on to what I would call the management phase, where people started to project how the pandemic was going to go through various models and what could be done to change the course of the pandemic. And also, we had to start looking at treatments. So drug interventions, but they can also be non-pharmaceutical interventions as well to prevent disease spread. And then we moved into the phase we're in now, the preventive phase. So that's how we can bring down the scale of the pandemic and turn the pandemic into an endemic disease using vaccination. And the process for establishing credibility of medical information has been pretty constant throughout the various phases. However, it has been a very busy and very challenging time. And at times we've had to move more quickly than we would outside of a public health crisis. Right. You are explaining credibility and the way that things are validated. You need to move faster. What do you mean by faster? Do you mean, is it one step like the peer review process, which has to be accelerated, or is there other steps in the process of reviewing which has been challenging with the pandemic? So it was important to establish that COVID-19 is an airborne disease that transmits from person to person. And people are interested in things like the R number. So that's how many new cases could a single infected person spread infection to. They were interested in things like what percentage of people might require hospitalization, what proportion might require ventilation and critical care beds. And that's the sort of information which we had to attempt to roll out extremely quickly indeed. And so to begin with, I think some of that information was perhaps not as reliable as we would normally want outside of a pandemic situation. So it didn't have the replication which we would normally expect outside a pandemic situation. But it was very important to get that information out so that people on the front line could start taking respiratory preventive measures, for example, start wearing PPE, could start planning for the likely load on hospital resources. And we had to call on our peer reviewers to act very quickly, to be turning around the requests for peer review in just a couple of days. Now, what was difficult for many of the people that we were inviting to be peer reviewers is that they were the very same people who were managing COVID on the front line. So it became a period of intense pressure for the peer reviewers and for us as editors. But as I've said already, the basic processes remained the same. And I think as information has accumulated, there were some errors early on in the information that was being circulated. They have been ironed out and corrected. So you mean that the main challenge was the peer contacts were as well at the front line and very busy, and at the same time, the overload of information to be reviewed. Before the pandemic, the Lancet Infectious Diseases was receiving about 40 to 50 papers of all varieties every week. And at the peak of submissions, which was in April of last year, we received about 370 submissions in 1 week, a greater than sevenfold increase in submissions. So our first task as editors was to sift through that weight of papers and decide what was actually worth peer reviewing. Now, quite a lot of what we were receiving were comments and letters. Quite a lot of that was the sort of what I call our experience, a very short case series. And that's the sort of information which we had to regrettably put to one side in order to try and look at the weightier information which could guide policy. So how are you sorting out the key information? Is it directly in your teams at the Lancet, or do you have groups of reviewers dedicated to the prioritizations? We did it all within our Lancet teams. Everybody worked much harder, some extremely long days. There were several journals within the Lancet family which received a surge in submissions. The Lancet Weekly itself, Lancet Infectious Diseases, Lancet Respiratory Medicine, Lancet Public Health, Global Health, all received a big surge in submissions
submissions. But that wasn't quite the same for some of the other journals. So what we did is we tapped into the expertise of the editors in those journals which weren't quite as busy, and we redirected them towards looking at papers for the busier journals in order that we could sift through that information as quickly as possible. So how did you manage to disseminate the information and the actionable clinical insights needed for the frontline? Everything that we published related to COVID-19 went online first before it subsequently appeared in the issue. We didn't publish many more full research articles than we would in a normal year. I think we went up by about a third in the number of research articles we published. We did publish a lot more letters to the editor because they are a short and rapid way of getting out important information. And we published more comments as well. Overall, we published much more material, but it was primarily directed towards the letters and the comment side of things. Did you see on the online visits or the way it was disseminated online a peak of usage on the content online? Oh, everything from across all the Lancet journals went into our COVID-19 hub, which anyone can come and read for free. And I think the number of article views for the Lancet Infectious Diseases between 2019 and 2020 went up something like tenfold. So it was an incredible increase in usage. Did you get feedbacks from the health professionals on the content itself? Well, we got feedback by the traditional route, which is by sending correspondence. There's a lot of health professionals on social media these days, particularly on Twitter, and we got some very useful feedback there. And also, of course, on Twitter, there's an awful lot of people who are how can I put this kindly, are new to the field, what have rather disparagingly been called armchair epidemiologists. And we got a lot of criticism, but also some constructive feedback from social media. And some of that has been quite difficult to manage. I think actually emotionally at times quite difficult to manage, but because some of it has been rather cynically misinterpreted. The honesty and the motives of the editors of the journals have been really very deeply unfairly maligned at times. And I think that's been the hardest part of dealing with the incredible surge of interest in information published by The Lancet. Between preprints available online and then finally get published, what are the estimates? Electronic preprints have been around for a quarter of a century or so. And I certainly historically have been rather in favor of the idea in general. I think as a matter of principle, there's not much difference between a abstract that you submit for presentation at a conference and electronic preprint. And of course, a preprint allows information to be presented in much more depth. Now, the potential downside is the opportunity for people who have an agenda to disseminate information which is not credible, and that has to be dealt with. And I think overall, where that incredible information has come out as preprints, it has very quickly attracted criticism from experts, and there has been modification or even an occasional retraction of preprints. So that sort of unofficial ad hoc peer review process related to preprints, I think in general has worked. When I last looked, there had been well over 50,000 preprints related to COVID-19 posted online since January of last year. And they're still being posted at a rate of about 600 per week, which is an incredible amount of information to keep up with. I think a real concern is that of those 600 or so, I doubt that very many actually attract
comments, which leads to their improvement and modification. But certainly before the pandemic, the consensus of opinion was that majority of preprints did turn into journal articles within 2 to 3 years at most of first appearing as preprints. And even now, in the time of COVID, preprints are only making up 20% of all the papers that have been published on COVID. Okay, so did you see some changes in the way? Yes. We have peer-reviewed and published 1 or 2 papers that have been originally published as preprints, and the criticism which they attracted as preprints, was some of which was very helpful and constructive, has led to their improvement and collaboration with the formal peer review process. We've also seen 1 or 2 papers which have attracted criticism, and those papers have been withdrawn. I mean, one in particular, which is a matter of public record, was came from some authors in Barcelona earlier this year, claiming that vitamin D supplementation was an effective treatment for hospitalized patients with COVID-19. It very rapidly became apparent that the authors of that paper had characterized the type of research which they were doing. And that paper had been formally submitted to the Lancet Infectious Diseases, but because of those informal comments and the comments of our formal peer reviewers, that paper was withdrawn. That the way that the authors had reported their research was actually formally investigated by the Spanish academic authorities, and that is a matter of record which is posted on the preprint server. Have you seen or received feedbacks on the way that the healthcare professionals are consuming medical information? Did they change their habits? Yeah, 1 or 2 very high-profile reports which have come out of preprints, which have led to changes in practice. So I'm thinking, for example, of one of the big randomized treatment trials done in the UK was called Discovery. And the Discovery trial showed, for example, that dexamethasone is a fairly effective treatment for COVID-19 in patients who require respiratory support. And that led to a change in practice recommendations, even before the paper had been formally submitted to a journal and published. I suppose when you're deciding whether to change practice or not based on a preprint alone, you are putting quite a lot of trust into the academic record of the researchers who've done the studies, and also on the size of the studies themselves. If I were a frontline healthcare worker, I would be very suspicious about changing practice based on case series of 20 or 30 patients. That Discovery information on dexamethasone led to it being incorporated into treatment guidelines. Similarly, Discovery also produced results related to hydroxychloroquine, which showed it didn't work, as did the huge multinational solidarity trial, which came out as which first appeared as a preprint as a result of that information, that hydroxychloroquine was removed from most treatment guidelines. So yes, there have very definitely been examples of information which has been disseminated before the formal journal process, leading to changes in practice. Very insightful. For the situation where we are now, let's say end of the 3rd wave, do you feel a change now? Are things moving differently now? I think the key thing that has changed for me is the attention which the general public are now devoting to scientific information in a way which very seldom happened before the pandemic. And I think even probably our parents and grandparents know what our number is now. That was unimaginable before the pandemic. Everybody knows the names of the vaccine candidates which are being used. And again, I doubt most people could have named a single vaccine before the pandemic. So there is a huge interest in biological sciences.
in a way that there wasn't before. And there's also, it has become intensely political in a way which was seldom the case before. I will be intrigued to see how long that lasts, whether the broader knowledge of science will continue to be the case, and whether it will lead to not just among scientists, but amongst the general public and amongst politicians in more rational and better informed decision making in the future. There are very good treatment and management guidelines for COVID-19 now. And they have been developed through the collection, publication, through research and publication. Those guidelines come from extremely trustworthy bodies. They are based around the credibility of medical information, which, as I said at the very beginning, comes from repetition, comes from consensus, comes from weight of information from extremely large studies. I know that there is more vaccine hesitancy in France than there is in the UK. So, for example, in the UK, the estimate is that something like 95% of adults over the age of 65 have had at least one dose of a COVID-19 vaccine, and I think it's 90% for those over the age of 50. So the vaccine uptake has been incredibly high, and has outstripped expectations, actually. So the best way of countering the hesitancy around vaccination is to disseminate information around what the effectiveness is in real life, compared with the frequency of adverse events. And still, in almost every circumstance, the risks of COVID-19 vastly outweigh the risks of vaccination. Obviously, I think people should be free to make their own decisions about vaccination. I think there's a lot of sense around directing the Pfizer and Moderna vaccines towards younger people because of this risk of blood clotting. But remember again that the risk of blood clotting is something like 30-fold greater from COVID-19 itself than it is from vaccination. So people in taking personal decisions and individuals weighing up the credibility of data, they mustn't just consider what the intervention is, they must consider the diseases they are preventing. Eh bien, nous revoilà dans les studios parisiens, après cet épisode londonien. Beaucoup d'informations, beaucoup d'informations. On va essayer d'en débattre, de commenter. Il y en a une première qui me vient comme ça. C'est ce qui a été évoqué, c'est la distorsion du temps entre l'information fausse, la fausse nouvelle, que ce soit voulue ou pas voulue, et puis le temps qui est nécessaire pour rétablir la vérité scientifique. Je prendrai pour exemple, pas l'hydroxychloroquine, ça serait un peu trop facile. Je vais prendre pour exemple ce qui a été publié dans le Lancet il y a quelques années, et je crois que ça leur fait encore mal vraiment profondément. C'est la fameuse étude de Wakefield sur la responsabilité du vaccin contre l'hépatite B dans l'autisme, qui était très clairement une falsification de données, à tel point qu'après l'article a été rétracté, Wakefield rayé de l'ordre des médecins, il a émigré aux États-Unis, il est devenu conseiller santé de Donald Trump. Vous en tirez les conclusions que vous voulez, mais le nombre d'études qui ont été nécessaires pour rétablir la vérité scientifique a été considérable. Donc en énergie dépensée, en temps passé et en chute de la couverture vaccinale.
parce que encore maintenant, on en voit les effets négatifs dans je dirais l'attitude envers le vaccin hépatite B en France, mais aussi au Royaume-Uni. Donc comment est-ce qu'on peut arriver à raccourcir ce temps? Est-ce possible? Est-ce que vous avez une opinion là-dessus, docteur Lemaire? Opinion, c'est difficile à voir, mais je vous rejoins tout à fait parce qu'effectivement, on a des pratiques qui sont modifiées et qui peuvent l'être durablement avec une certaine forme d'inertie. Un exemple concret qui me vient à l'esprit en tant que soignant qui travaillait en unité Covid, c'est l'envolée de la prescription des macrolides. En dehors de toute surinfection, on est d'accord, hein, dans le cadre du Covid. Et ça, c'est vrai que nous, c'est un phénomène que l'on constate toujours maintenant avec une espèce de réflexe qui consiste toujours à prescrire massivement des macrolides, avec toutes les répercussions que ça aura. Et je vais pas c'est pas moi qui vous expliquerai en tant qu'infectiologue ce que ça peut donner, mais c'est quelque chose qu'on perçoit sur le terrain. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'effectivement, les conséquences, elles sont réelles et elles ont des implications sur le terrain dans d'autres pathologies aussi parfois. Donc ça, c'est interpellant. Et c'est vrai que pour lutter contre ça, il faut déjà rectifier les prescriptions, mais aussi communiquer, informer et informer auprès des bonnes personnes. Nous, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait une prescription très importante des macrolides pour le Covid, à 2 échelles, la médecine de ville, générale, et les urgences. Porte d'entrée à l'hôpital. Donc on peut rapidement rectifier le tir quand on est en unité Covid puisqu'on arrête rapidement ces antibiotiques, mais effectivement voilà, on peut avoir des conséquences. Donc je pense que les méthodes pour réverser ce type de pratique, ça va être surtout de communiquer, d'aller voir les uns les autres et de s'appuyer sur des guidelines justement. En réanimation, j'imagine qu'il y a les mêmes phénomènes. Oui, tout à fait. En fait, effectivement, avec la Covid, on devait à la fois très rapidement mettre en application un certain nombre de recherches, de résultats, parce que nous avions la vie des patients entre nos mains, mais à la fois, effectivement, être méfiant vis-à-vis de certaines affirmations qui, malgré tout, étaient quand même publiées dans des revues avec comité de lecture. Alors au début, évidemment, dans la première vague, on a tous essayé de donner une chance à tous nos patients en donnant tous les traitements qui avaient éventuellement une possibilité d'être efficaces. Et rapidement, bien sûr, avec l'observation clinique que nous avions, avec quand même, on va dire, les discussions scientifiques qui avaient lieu dans le milieu. Et je crois quand même cette crise Covid a donné beaucoup plus de poids à la science. Je crois beaucoup de médecins se sont mis à lire alors que probablement auparavant ne lisaient pas vraiment des journaux médicaux, on va dire scientifiques directement. On a réussi à critiquer et effectivement à finalement revenir en arrière sur nos prescriptions et donc ainsi par exemple l'association hydroxychloroquine, azithromycine que nous avions prescrit au début, finalement nous avons pris la décision d'arrêter de la prescrire. La corticothérapie que nous avions au départ un peu plus de mal à donner en réanimation, il y avait même des éditoriaux du Lancet qui avaient affirmé que la corticothérapie était extrêmement dangereuse pour la Covid-19. Et finalement, on a constaté que ça faisait du bien. Et heureusement que quelques mois auparavant, un essai espagnol avait montré son intérêt dans le SDRA d'autres étiologies que la Covid-19. Enfin, l'ECMO véno-veineuse, là aussi, le Lancet, au début de la crise, avait clamé que ça n'avait aucun intérêt pour sauver les cas réfractaires de Covid-19 à l'oxygénothérapie. Et puis finalement, en traitant quelques patients, on s'est rendu compte quand même qu'on pouvait rendre service, certes pas à tous les patients, mais dans la série française qui a été publiée dans le Lancet justement, 70% de survie ont été constatés. Donc c'est vrai que, je dirais, c'était une aventure très intéressante scientifiquement parlant. À la fois on recueillait les informations à la source dès qu'elles étaient publiées dans les sommaires que nous recevions. Et puis évidemment, on les mettait en application, mais très vite, bien sûr, on s'aidait de nos observations propres pour moduler ces affirmations. Alors, je comprends bien et j'entends bien, quand quelque chose est publié, les professionnels ne reçoivent pas cette information comme la vérité révélée. Et il y a une phase d'interprétation, d'appropriation, de critique, pourquoi pas. Ce que ne font pas les médias
grand public. Bien sûr. Pour eux, c'est publié dans le Lancet, donc c'est vrai. Ça y est, c'est fait, c'est fini, on ne discute plus et c'est comme ça. Alors comment est-ce que vous imagineriez une communication qui tient compte de ce phénomène ? Je veux dire, afin de ne pas être sous la pression médiatique. Alors quand on est dans sa réanimation à 23h, en général, il y a assez peu de monde qui vient vous embêter pour vous dire ce qu'il faut faire. Mais quand même, le lendemain, la direction vous dit « Ah, mais professeur, vous n'utilisez pas là ce traitement ?» comme ils sont en train de le faire d'ailleurs pour les anticorps monoclonaux, où on subit des pressions importantes en faveur de leur utilisation, alors qu'il n'y a pas de démonstration réelle de leur efficacité. Donc, qu'est-ce que vous auriez envie de suggérer pour contrer finalement ce phénomène ? Alors, et est-ce que c'est possible ? Alors, dans le domaine de la réanimation, nous avions des formes de discussion entre chefs de service, médecins réanimateurs et experts du sujet. Et effectivement, on va dire l'interprétation des dernières données scientifiques par les experts permettait aussi de mieux, on va dire, apprécier l'intérêt extrême de telle ou telle thérapeutique versus un intérêt probable. Et donc, effectivement, nous avions des recommandations qui, finalement, dans ce forum de discussion, permettaient d'arriver à un certain consensus qui était ensuite validé par les collégiales de médecine intensive réanimation et d'anesthésie réanimation, qui nous donnaient des guidelines. D'ailleurs, très rapidement, un certain nombre d'experts ont fait des documents mis à jour très régulièrement de prise en charge et de recommandations pour tel ou tel aspect de réanimation. Et c'était des guides extrêmement utiles pour nous, parce qu'évidemment, notamment au cours de la première vague, on ne pouvait pas à la fois soigner, à la fois être au courant de tout ce qui se publiait dans tous les domaines et avoir une attitude, on va dire, claire et pertinente que l'on expliquerait à notre équipe, parce qu'évidemment, on devait prendre des décisions et des attitudes claires pour qu'on ne donne pas la pression de faire de l'approximatif ou du bricolage. Et je crois qu'on a été très aidés, et en fait, c'est quelque part dans cette première vague, je crois qu'on a touché au sommet de l'intérêt de notre profession, notamment universitaire, c'est-à-dire à la fois capter la science et les résultats des études observationnelles et des études de plus haut niveau de preuve, dès qu'elles étaient disponibles, les appliquer aux patients, en recueillir les résultats observationnels et immédiatement moduler notre pratique. Et comment est-ce que vous pensez communiquer ? Parce que là, on a la communication auprès des spécialistes, finalement, bon an, mal an, ça se passe plutôt pas mal à l'intérieur du microcosme des spécialistes. Mais vers l'extérieur, c'est un gros challenge parce qu'il y a plusieurs niveaux de communication et plusieurs formes de communication. On va avoir la communication déjà au sein même de l'établissement entre les disciplines. Déjà le médecin qui va communiquer envers l'équipe soignante. Ça va déjà être un type de communication. Ce qui est important aussi, moi ça m'a frappé, c'est aussi à quel point on s'est rendu compte qu'on était dans des cloisonnements avec notamment l'hôpital, la ville et parfois des gaps très importants. Nous on l'a connu énormément autour des soins palliatifs en EHPAD, notamment dans cette situation de crise. Et donc effectivement plusieurs niveaux de communication, plusieurs modes de communication et c'est vrai que c'est pas évident. Alors après, quel type de communication il faut mettre en œuvre ? C'est une question complexe. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'épidémie Covid nous a montré à quel point finalement on était fragile et pas forcément structuré et préparé à ce type de communication. On a vu cet emballement médiatique qui a quand même eu lieu et comme vous le disiez, des informations qui étaient d'abord dans la sphère médiatique avant d'arriver au niveau de notre pratique. Nous, on était plutôt effectivement sur cette attente de la collégialité avec les avis des universitaires que l'on déclinait ensuite dans la pratique. Mais quand vous aviez été dépassé par des médias qui allaient beaucoup plus vite et des pressions qui étaient sur le terrain, c'est pas évident. Donc moi je pense qu'avant tout ça nous a montré à quel point on n'était pas prêt et que notre communication elle était dans différents cloisonnements à différents étages et donc maintenant à nous peut-être d'en tirer parti. Ce qui est certain c'est qu'entre la première vague et les secondes et troisième vagues, forcément ces choses-là ont évolué un petit peu plus paisiblement avec une assise scientifique, des pratiques, beaucoup de retours d'expérience, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire notre intuition clinique, même si
si on n'avait pas encore les preuves, elle était quand même fondamentale. Et cette intuition permet aussi d'emmener les autres à travers une communication qui est peut-être un petit peu plus positive. Parce que ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, quand on parle des soignants, c'est la souffrance qu'ils vivaient. Parfois, la difficulté à être motivé. D'emmener des spécialistes qui disaient, bah oui, mais moi non, je suis gastro-entérologue, aller travailler en unité Covid, c'est pas mon domaine, moi je suis ultra spécialiste de tel ou tel domaine. Et donc, comment les rassurer, comment les inciter ou tout simplement les motiver à y aller. Et donc ça, c'était aussi de la communication au quotidien, qui parfois, effectivement, quand on est sauvé entre guillemets par la science qui nous amène des preuves formelles, c'est beaucoup plus simple, mais la plupart du temps, c'est effectivement beaucoup plus compliqué. Et est-ce que vous avez une idée, ou une pratique d'ailleurs, des nouveaux outils de communication parallèles à la publication traditionnelle dans un journal qui essaye de faire du mieux possible son métier? Et comment est-ce que vous avez idée de l'utilisation de la rapidité de Twitter, même si c'est accolé au journal? Comment est-ce que vous voyez ça? Alors, personnellement, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, donc je crois que je suis malheureusement d'une génération un peu plus ancienne, donc je n'ai pas l'habitude. On va être deux. Et j'ai très peu utilisé ces moyens, même si évidemment, en fait, je connaissais les tweets ou leur contenu par l'intermédiaire des médias plus classiques. Par contre, je crois que les préprints étaient très intéressants. J'ai découvert leur existence. En fait, là, j'ai compris que ça existait depuis un quart de siècle, mais je ne savais pas du tout qu'on pouvait et qu'on avait le droit de publier sur Internet ou sur un site quelconque des données scientifiques avant de les soumettre à une revue officielle. Et donc, effectivement, un certain nombre de préprints, notamment, effectivement, je pense aux résultats de Recovery, puisque tous leurs essais étaient publiés avant en préprint et sont d'ailleurs rentrés dans la pratique avant même que la publication n'ait été acceptée et qu'officiellement les guidelines demandent de mettre en place la corticothérapie, de retirer tel ou tel traitement inefficace. Et c'est vrai que c'était très utile, mais je suis d'accord, il y avait très probablement aussi beaucoup de préprints, un peu de résultats très bidons, de qualité méthodologique très contestable, et il était très difficile dans le temps imparti d'analyser très précisément tous ces articles. Mais je crois que parfois la réputation des auteurs, le nom Recovery, donc effectivement on savait tous, on attendait les résultats, donc dès que des noms comme ça sortaient, on allait recueillir l'information. C'est également votre pratique? Oui, alors n'étant pas universitaire, en tout cas, c'est vrai que pour nous, les préprints étaient aussi une façon de compenser cette urgence d'avoir des informations validées pour les utiliser dans notre pratique, dans le souci de bien faire et en tout cas de ne pas nuire. Alors après, pour répondre à votre question sur les médias, les réseaux sociaux, ce qui était délicat, donc personnellement, j'y suis pas non plus de façon proactive, et c'est surtout que ces réseaux ont été totalement embolisés à toutes les échelles. On voyait même la communication se faire autour des hôpitaux, de nos directeurs, etc. Et donc qui transmettent certains messages. Et donc comment s'insérer avec des messages qui, de surcroît, soient valides, sérieux, scientifiques, qui vont générer des commentaires. Et par définition, c'est le principe, on ne les maîtrise pas, ces commentaires. Donc c'est une sphère qui est devenue publique. Donc je pense que c'est assez délicat. Donc c'est vrai que moi, je ne m'y suis pas essayé. J'ai eu une expérience qui était sur tout simplement un groupe WhatsApp entre des professionnels de santé, à la fois hospitaliers, à la fois médecins, à la fois de ville, y compris des infirmiers libéraux, etc. Et ce que j'ai pu constater en observant comment ce groupe communiquait, c'est que c'était très très vite parti dans tous les sens, sans aucune validité, et que finalement c'était devenu contre-productif. Donc c'est vrai qu'en tout cas moi c'est pareil, on ne les a pas utilisés. Il y a peut-être une bonne façon de les utiliser, mais en tout cas il y a aussi potentiellement dans ces situations-là, avec de l'urgence et de l'instabilité, un risque également potentiel. Mais est-ce qu'on ne laisse pas avec cette attitude que nous avons adoptée aussi. Ouais. Mais je le reconnais peut-être par incompétence, que j'assume parfaitement. Mais est-ce qu'on ne laisse pas le champ, justement, à toutes les dérives, en n'étant pas présent? Et c'est une question. Mais c'est vrai aussi que si on y va, il faut y aller comme il faut. Exactement. Alors, est-ce qu'après, c'est les réseaux sociaux, ou est-ce qu'après, finalement, ça ne peut pas être tout ce qui est relayé tout simplement sur Internet,
être au sens large. Ça peut être des podcasts, des petites interviews, mais des avis d'experts. Quand on voit un professeur qui vient nous relater à la fois son expertise scientifique et son retour d'expérience du terrain, c'est toujours rassurant et ça permet de lutter contre la désinformation. Le problème des réseaux sociaux en eux-mêmes, c'est que finalement on ne maîtrise plus rien et c'est cette diffusion, alors qui est justement son intérêt, mais qui peut en faire aussi le risque, quoi. Oui, enfin, là, la réputation est une chose, effectivement, c'est bien, et l'ego des professeurs est tout à fait stimulé, mais c'est parfait. Mais il y a quand même eu des professeurs avec accent qui ont été nuisibles, finalement. Oui, alors quand on était simple praticien de terrain, c'est vrai que c'était très compliqué pour nous, parce que vous alliez dans votre unité Covid le matin, et donc pour traiter correctement vos patients, vous deviez aussi franchir le cap de je parle avec mon staff qui, par définition, a changé parce que les infirmières, les médecins venaient tous de services différents, d'horizons différents, pour commencer à déjà lutter contre une désinformation qui peut être préjudiciable pour nos patients au quotidien. C'est pour ça qu'effectivement, quand on a eu des choses claires autour de la corticothérapie, de l'anticoagulation, de l'antibiothérapie, on était déjà dans un cadre qui était très précis. Mais effectivement, acteurs de terrain, ça a pu nous poser problème effectivement tous les jours. Parce que on n'est pas au niveau de celui qui a amené ces paroles-là scientifiquement, et donc c'est difficile d'aller dire attention, prudence. Donc il y a encore, en France en tout cas, ailleurs je ne sais pas, mais il y a encore en France donc une attente d'une parole ou d'une connaissance validée par une autorité, entre guillemets, qui peut être représenté par tel ou tel, je parle au pluriel, tel ou tel universitaire. Oui, société savante, etc. Mais c'est vrai que c'est une parole qui est importante. Ouais. Et est-ce que, alors dans le cadre de la réanimation, évidemment, vous avez travaillé jour et nuit, ce qui est le cas de la réanimation ordinaire, mais là encore plus. Comment ça s'est passé et comment est-ce que vous avez réussi à communiquer vers l'extérieur, c'est-à-dire vers les non-spécialistes de la pathologie ? Alors, c'est vrai qu'un peu comme ça a été dit très rapidement, on va dire, les services de médecine se sont réorganisés autour de services dits Covid et de la réanimation qui était devenue entièrement Covid. Il a fallu bien sûr demander des renforts venus d'autres spécialités, venus d'autres hôpitaux, notamment pour la première vague des régions, venus des cliniques privées. En fait, la première vague était vraiment un mouvement de dynamisme, d'entraide, d'altruisme extrêmement admirable. Et donc c'est vrai que nous avons fait face. Et donc, je suis d'accord, nous devions aussi communiquer, bien sûr, sur un certain nombre d'informations. Alors, à notre échelle, je dirais, il y a eu deux grands axes d'avancée scientifique. Le premier, c'était la participation, on va dire, à des grands registres nationaux ou d'études randomisées. Alors l'assistance publique des hôpitaux de Paris en avait mis en place un nombre extrêmement réduit, car ils avaient préféré mobiliser les supports financiers, les supports humains d'aide à la recherche sur 4-5 études extrêmement identifiées. Et donc, en fait, toutes les autres études, qui étaient le deuxième axe, étaient des études plutôt observationnelles à des échelles locales, que nous avons d'ailleurs pu très rapidement mettre en place, parce qu'évidemment, on avait les patients là qui sont arrivés en nombre, et qui nous ont permis d'ailleurs de faire des publications dans des revues de niveau qu'on n'a jamais pu atteindre dans notre vie sans essais randomisés contrôlés. Et donc, c'est vrai que c'était très intéressant pour nous. Et je dirais, le renseignement important, en tout cas, que ça a donné, c'est que l'échelle de l'hôpital a très bien fonctionné. En fait, à l'assistance publique, quelques semaines avant, on était en train de parler de DMU, d'organisations supra-hospitalières extrêmement complexes, avec des assemblements de services dont on ne comprenait pas la logique. Et finalement, la première vague a mis à plat cette organisation, et c'est l'hôpital qui a fonctionné. Et en fait, effectivement, il y avait une entraide de toutes les spécialités entre elles, mais vraiment à l'échelle de l'hôpital. Quasiment, on avait oublié le service de
de l'hôpital juste d'à côté, qui était pourtant dans le même DMU que nous, et avec lequel on n'a quasiment jamais communiqué. Et en fait, ça a remis en avant, je pense, le service, l'hôpital et les hommes en fait qui se connaissent, qui travaillent entre eux. Et je pense que c'est vraiment vers ça qu'il faut revenir, notamment en termes de gouvernance hospitalière, de mettre des assemblages complexes qui n'ont qu'une logique comptable. Ça, on ne peut qu'approuver ce genre de propos. Et le constat général, quand même, c'est que, bon, on quitte le domaine de la publication, mais en termes de commentaires périphériques, on ne peut que constater que quand les médecins se sont occupés des choses, ça a bien marché. Quand on les a pas laissés s'occuper des choses, ça a moins bien marché. Ça, c'est très très clair. C'est un constat que, bon, au niveau national... Même à l'échelle de la recherche scientifique, mais absolument, c'est avec les services, avec les hommes avec lesquels on a travaillé qu'on a pu faire des travaux de recherche, et c'est pas avec les services qui étaient dans des assemblages complètement théoriques, même si bien sûr il faut reconnaître aussi qu'il y avait une place à ces fameux registres nationaux très importants pour faire des études à très grand niveau, avec un nombre important de patients, d'ailleurs dont les résultats sont sortis beaucoup plus tard. Nous avions déjà quasiment tout dit avec nos observations initiales. Ces grandes études ont confirmé sur un nombre important de patients nos observations initiales et ne les ont pas démenties. Alors, on est quand même dans une question de rapidité. Sur le terrain, on a eu un besoin d'informations validées et rapides. Et d'un autre côté, il y a besoin d'un temps de digestion de la masse de connaissances qui arrivent par les publications. Comment est-ce qu'on peut concilier tout ça, ou comment est-ce qu'on peut améliorer les choses par rapport à ce qu'on a essayé de faire pendant l'épisode qui vient de se passer ? Oui, la question de la rapidité, c'est une très bonne question. Juste une petite anecdote sur l'échelle de ma spécialité. En médecine palliative, on s'est retrouvé confronté aux grandes difficultés qu'il y avait en EHPAD, puisque vous avez suivi tout ce qui s'est passé en EHPAD, la sidération totale. Et on avait paradoxalement un système qui était déjà prêt pour, normalement, tous les hôpitaux ont dans leur portefeuille, je dirais, de gestion, les EHPAD de proximité grâce aux équipes mobiles de soins palliatifs, avec des protocoles qui sont prêts, qui existent par exemple pour la sédation terminale. Tout est étudié, y compris si besoin, on met en place via une HAD. C'est des choses qu'on sait faire et qu'on fait dans la pratique courante. Et là, effectivement, devant la sidération, les choses ont été très vite. Et pour faire le lien avec les recommandations, nous, on a eu un exemple très concret, c'est que rapidement, dans les Hauts-de-France, l'ARS, rapidement, dans la première vague, au bout de 6 à 7 semaines, l'ARS nous a dit attention, on arrive en rupture de stock de midazolam, notamment pour les sédations, travailler sur des recommandations donc régionales pour la sédation en situation palliative avec des molécules qu'on va détourner de leur usage, neuroleptiques, etc., pour pouvoir concentrer les molécules utiles dans les services de réanimation. Et finalement, qu'est-ce qui a motivé cette demande de travail sur des recommandations régionales ? C'était non pas la pénurie, mais l'incapacité qu'on avait au niveau de l'ARS de savoir comment sur une région étaient répartis les stocks. C'est-à-dire qu'on savait précisément ce qu'il y avait dans les hôpitaux, mais par exemple absolument pas ce qu'il y avait en ville, dans les PUI des HAD, etc. Et on nous a demandé de travailler en urgence sur des recommandations régionales avant que les nationales sortent, une ou 2 semaines avant. Alors peut-être pour des raisons politiques, pour pouvoir dire on est les premiers à avoir fait nos recommandations, mais c'est surtout que parce qu'on n'avait concrètement pas les moyens de savoir où étaient les médicaments. Et on s'est vite rendu compte sur le terrain, nous on nous a demandé, on a travaillé sur ces recommandations-là, que finalement on n'était pas confronté à ces ruptures, qu'on a travaillé sur des médicaments pour potentiellement les utiliser, alors que dans notre territoire on n'avait pas besoin. Et que parfois il suffisait d'acheminer certains médicaments d'une région à l'autre ou d'un territoire à l'autre pour pouvoir compenser ça. Et finalement, on a accéléré, on nous a mis dans un circuit d'ultra rapidité pour générer des recommandations, alors qu'on n'en a pas eu besoin concrètement sur le terrain. Puis après les choses se sont mises en place. Voilà. Donc c'était bien en termes de prévision, mais quand on regarde le bien fondé de la demande initiale, elle était plutôt, pour le coup, palliative parce qu'on n'était pas capable d'avoir une vision régionale. Et ça, c'est l'enseignement qu'on en a tiré. En réanimation, je suppose que vous avez été confronté, enfin en tout cas pour la première vague, avec et ça a été médiatisé d'ailleurs, à ces pénuries de médicaments. Vous avez trouvé une solution
simple? Oui, alors on a dû se réinventer, d'abord réutiliser des médicaments, notamment anesthésiques, que l'on utilisait moins. La morphine est revenue pour remplacer les dérivés du fentanyl. On a remis en place un certain nombre de benzodiazépines qu'on n'utilisait pas. Et puis, on a mieux ajusté aussi les posologies, effectivement, aux cibles pharmacodynamiques que nous souhaitions. Aussi, on va dire, peut-être une surveillance meilleure des états de sédation sur des échelles. Et donc, les choses étaient peut-être mieux faites. Et finalement, on a totalement évité les problèmes. En tout cas, ça n'a pas été... Je n'ai pas de souvenir d'un patient pour lequel on aurait souhaité utiliser des produits sédatifs. Finalement, nous n'en avions pas. En fait, il a fallu réinventer un peu les choses et ça s'est plutôt bien fait. Alors, il faut savoir aussi qu'un certain nombre de fournisseurs inhabituels ont aussi donné des produits. Donc, les pharmacies se sont, on va dire, ont acheté des produits de fabricants auprès desquels on n'achetait pas habituellement. Et finalement, ça s'est bien passé. Pour les 2 et 3e vagues, là, cette fois-ci, les stocks avaient été constitués. Et là, il n'y a eu aucun problème. On en est à ce niveau-là, à la question de la dissémination de l'information en périphérie. C'est-à-dire que, on en a parlé, mais on a un constat, c'est-à-dire que vous faites une recommandation en réa. Alors le milieu de la réanimation est peut-être un peu biaisé, au sens où c'est un milieu très solidaire au sens de l'information et je ne sais pas dans d'autres domaines, mais ce qu'on constate quand même globalement, c'est que pour caricaturer, quand il y a une recommandation au Royaume-Uni, elle est appliquée à 80% dans le mois qui suit. Quand il y a une recommandation en France, elle est appliquée à 30% dans les 5 ans qui suivent. Donc, est-ce que vous avez à la fois une explication à ça, ou y a-t-il un remède? Bonne question. Bon, le constat, on le partage. Si je donnais un exemple très concret, dans ma spécialité, du coup, les douleurs du cancer. L'OMS elle-même a mis fin en 2019 au fameux palier de l'OMS. Et aujourd'hui, c'est encore un support pédagogique majeur pour la douleur du cancer, mais bien au-delà de la douleur du cancer. C'est-à-dire que 2 ans après, le message, c'est vraiment la preuve qu'il n'est pas pénétré. Donc après, sur les correctifs, donc c'est effectivement à nous d'amener... de translater cette expertise à différents niveaux sur le terrain, mais ce n'est pas effectivement dans nos congrès de spécialistes que le problème se pose, c'est à d'autres échelles. Donc ça questionne aussi toute la dynamique de formation médicale continue, avec des collègues qui ont parfois des emplois du temps tellement surchargés que c'est compliqué pour eux aussi de répondre aux différentes sollicitations qu'ils peuvent avoir, et donc aussi questionner la motivation à se former, puis peut-être le format des messages qu'on veut faire passer. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas inventer d'autres façons de le faire, justement profiter de la vague du net et de tout ce qui nous est rendu possible pour changer les formats de communication, tout simplement, pour réaliser en fait cette étape intermédiaire entre la publication, la recommandation, le super expert et puis l'application sur le terrain. Donc là, il y a peut-être des choses à réinventer, effectivement, à imaginer, et la crise Covid nous a montré que c'était peut-être providentiel. Ouais. J'entends bien, et surtout j'intègre le fait qu'il va bien falloir s'y mettre. Ouais. Ça me paraît absolument essentiel. Le tout, c'est d'inventer les formes pour le faire comme il faut, et pas faire du n'importe quoi, simplement faire je ne sais plus quel est le format Twitter. C'était célèbre du temps où Trump avait le droit de tweeter, c'était, je ne sais plus, 250 mots, je crois, hein, c'est ça. Donc, en 250 mots, faire passer une recommandation, ça paraît un peu illusoire. Donc, réfléchir au message, c'est-à-dire, est-ce que ce type de communication doit être conçu comme la gâchette qui amène ensuite le spécialiste ou le non-spécialiste d'ailleurs, la gâchette qui l'amène à lire
une recommandation ou un article particulièrement fondateur de quelque chose. Et là encore, dans la construction ça veut dire qu'en amont, dans la construction de la recommandation, il faut l'imaginer comme étant la suite de cette gâchette informatique brève et pas tout d'un coup d'amener avec ces 250 mots quelqu'un sur une recommandation qui va faire 58 pages. Ouais. Donc là, il y a aussi toute une culture probablement à réinventer chez nous. Alors je sais que les réanimateurs sont très très formalisés de ce point de vue-là. Ils ont un cadre, c'est extrêmement carré. Mais vous n'avez pas encore franchi le cap si j'ai bien compris, du Twitter ou du Facebook qui vous amène à la recommandation. Non, je pense qu'on reste encore dans les canaux de communication habituels, mais c'est vrai que c'est une communauté, la médecine intensive réanimation est une communauté plus petite, c'est une communauté hospitalière. Généralement, dans la formation académique que nous avons reçue, nous sommes parfaitement, on va dire, en harmonie et en croyance de la médecine par l'épreuve. Ouais. Et nous avons une société savante extrêmement active qui à la fois promeut les formations post-universitaires et qui effectivement génère des recommandations, des référentiels qui sont diffusés par Internet. Et j'ai quasiment l'impression que tout médecin réanimateur est membre de la société savante. Je ne suis pas certain qu'il y en ait beaucoup qui soient à côté. Et puis, c'est des services en fait qui fonctionnent en équipe très soudée. Et donc, en fait, dans chaque service, en fait, la communication par nécessité, puisqu'en fait, on doit prendre en charge des patients très graves. On ne peut pas avoir des attitudes divergentes. Chacun fait dans son coin ce qu'il pense être. On est obligé d'avoir une attitude commune, même si on est en désaccord à un moment, il faut un consensus de l'équipe et avancer dans le même sens. Et je crois que ça fait partie de notre culture et on y adhère. Maintenant, effectivement, les tweets se sont développés, mais plutôt des tweets polémiques. Moi-même, j'ai participé à un certain nombre d'émissions à la télévision et c'est vrai que, alors on me transmettait en me disant telle personne ou telle autre t'a critiqué ou t'a dit ça. C'est vrai que c'est l'expression sur les réseaux sociaux, c'est plutôt des attaques, d'ailleurs souvent infondées, et auxquelles on ne peut pas répondre, parce que si on répond, on rentre dans des discussions sans fin, avec souvent des personnes anonymes avec lesquelles on discute. Oui, non, tout à fait. Alors, je pense, mais j'ai la même expérience négative à partir des tweets, et je n'ai pas de compte Twitter. Moi non plus. Donc, peut-être on va être les derniers Gaulois à être réfractaires, mais je pense que cette expérience négative nous inhibe. Probablement. Et alors, bon, il est peut-être un peu tard pour qu'on s'y mette, et encore que, pourquoi pas, mais en tout cas pour en comprendre toutes les subtilités. Mais je suis profondément convaincu qu'il faut qu'on aille là-dedans au titre de journal. Donc là, le journal dont je m'occupe va vraiment rentrer en plein dans cette logique-là, mais aussi les sociétés savantes. Je crois qu'il faut s'y mettre. Moi, je trouve que ce qui a très bien fonctionné, c'est plutôt les réseaux WhatsApp et des groupes dans l'hôpital ou des groupes dans la spécialité. Par exemple, il y avait le groupe des chefs de service de réanimation, le groupe des personnes impliquées dans la crise à l'échelle hospitalière, les groupes voilà. Et là, on avait à la fois des informations d'organisation, et donc souvent on apprenait les places libérées, les dernières décisions avec ces WhatsApp, et puis aussi même la circulation de documents scientifiques, alors soit publiés dans des revues, soit même, on va dire, d'observations faites par des collègues qui circulaient dans ces réseaux. Et c'est vrai, là, la garantie, c'est que c'était des personnes bien connues et on savait d'où venait l'information. Par rapport, et à qui elle était destinée. Voilà, par rapport à un tweet où les gens disent quelque chose et on ne sait pas d'où ça vient, qui le dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Là, on avait une certaine garantie et j'ai trouvé que c'était très efficace en tout cas, bien plus que le téléphone classique. J'ai d'ailleurs appris à cette occasion qu'il y avait des robots qui faisaient des tweets, ce que j'ignorais parfaitement. Et donc, on est inondé de messages de robots. En tout cas, ce qui a été troublant avec le Covid et cette
cette masse d'informations, et ça a été dit, qu'on a retrouvé, c'est qu'en fait, d'habitude, quand on fait de la communication médicale, on sait qui est notre public. Vous adressez au grand public, vous adressez à un patient, vous adressez à des confrères, après confrères, consoeurs, ça peut être des spécialistes, des généralistes, des soignants, etc. Là, finalement, les données de la science brutes sont arrivées d'emblée sur des réseaux grand public par définition, et donc on a mélangé aussi tous ces tenants et les aboutissants. Alors, par rapport à votre question de tout à l'heure, est-ce qu'il ne faut pas, effectivement, donc, en réfléchissant à ces nouveaux modes de communication, utiliser des choses qui fonctionnent? Par exemple, maintenant, il y a des influenceurs, donc ce sont des gens qui ont pignon sur rue pour pouvoir délivrer des messages qui sont souvent des messages marketing ciblés, mais est-ce qu'il ne faut pas les utiliser pour transmettre une information qui est vérifiée, validée, et dont on connaîtra la qualité et la pertinence auprès de réseaux d'influence, quels qu'ils soient? Donc c'est peut-être comme ça qu'on va devoir se réinventer. Alors effectivement, ça voudra peut-être dire que c'est pas forcément l'expert qui est lui-même à l'origine d'eux, mais il est là pour valider et pour être finalement l'interlocuteur de cette personne qui, elle, va avoir sa sphère d'influence. Quand on regarde ce qui se passe notamment sur la maladie chronique, et là on sort du contexte de l'urgence Covid, mais on a de plus en plus ces concepts de patients acteurs, patients experts. Aux États-Unis, c'est même formalisé comme outil pédagogique, en partant du principe que le patient lui-même connaît le mieux sa maladie. Peut-être qu'il faut aussi aller vers ces secteurs-là, ces segments-là, mais en tout cas, il y a peut-être des choses qui pourraient être des bonnes expériences à transposer dans la médecine, mais il va falloir sérieusement définir le cadre pour pouvoir justement y mettre nos messages et la façon dont on va le faire. À propos des influenceurs, c'est vrai que, et ça montre que dans certains cas, il y a des ouvertures d'esprit. Le département de l'Isère a lancé, avant la Covid, toute une politique en faveur de la vaccination HPV. Et donc, pour faire connaître, influer, etc. Ils ont demandé à un influenceur. C'est là que j'ai découvert le métier, hein, je vous rassure. J'ai découvert qu'il y avait un métier qui était influenceur. Et donc, pour influenceur, et on a validé les messages en faveur de la vaccination. Malheureusement, la Covid est arrivée et j'ai aucune idée de l'impact que ça a pu avoir. Mais c'est vrai que il y a des nouvelles modes de communication et il va falloir, je crois, impérativement s'en emparer, quoi. Les journaux que nous pilotons les uns les autres ont une extrême utilité, bien entendu. C'est un socle. Oui. Mais à partir de ce socle, je pense qu'il faut inventer du nouveau. Alors, nos auditeurs nous ont posé plein de questions. Je vais vous soumettre la première. Comment arrive-t-on à trier l'information reçue via les préprints? Ça, c'est une question fondamentale. Et quelle place donner à cette information non validée? Alors, vous avez déjà un petit peu répondu. Alors, on va dire, c'est vrai que probablement il y a beaucoup d'articles qui sortent dans les préprints. Il est difficile d'accéder à l'ensemble des données scientifiques. Donc, déjà, un premier triage se fait par centre d'intérêt en mettant les mots-clés. Ensuite, effectivement, je dirais, souvent, en fait, l'origine, alors c'est peut-être, on va dire, une idée préconçue, mais en fait, quand on regarde les auteurs, le pays d'origine, on a déjà une certaine idée. Alors c'est vrai que dans les préprints, il y avait beaucoup de travaux chinois, d'auteurs dont les noms se ressemblent généralement. Donc à un moment, effectivement, on pouvait avoir des doutes. Malheureusement, c'est peut-être on va dire, une idée fausse, mais c'est vrai, on a tendance à faire plus confiance à des données venant d'hôpitaux, de villes connues pour la médecine, ou d'auteurs connus dans le domaine. Donc c'est un premier tri. Après, c'est vrai qu'aussi, c'est, on va dire, le contenu informatif. Donc quand on tombe sur un résultat totalement étonnant, alors je me souviens par exemple d'un préprint que j'avais lu de la Covid-19 qui modifie l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène et donc qui fait que finalement la maladie Covid n'est pas du tout liée à une atteinte de l'alvéole mais à une modification de l'hémoglobine et qu'il faut donner des antioxydants, voire même du bleu de méthylène et qu'en fait l'oxygène ne sert à rien, voire même aggrave les lésions. Donc c'est sûr, quand on voit un préprint comme ça, on se pose quelques questions, parce que même la physiopathologie est compliquée à comprendre.
Donc effectivement, il y a un tri, mais en tout cas, ça permet d'avoir très précocement un certain nombre d'informations et parfois ça donne des idées en tout cas pour rechercher et pour creuser. Donc ce qui veut dire que le préprint, si je redéveloppe, le préprint a un intérêt évident, bien qu'il ne soit pas reviewé, mais parce que l'utilisateur est le reviewer. Exactement. Et donc, il ne faut pas qu'ils se départissent de ce rôle-là. Tout à fait. Et certains de nos collègues, et la plupart de nos collègues sont parfaitement aptes à faire ça, mais tous n'ont pas ce réflexe. Et d'où il subsiste quand même un vrai problème. Et alors quand on parle de la grande presse, alors là, bien sûr, il n'y a plus aucun filtre. Et d'ailleurs, pour eux, publier en préprint, c'est publier. Point final. Donc, pour argent comptant. Donc il n'y a pas de. Alors le bleu de méthylène, je ne l'ai pas vu ressortir dans les journaux grand public. Mais c'était au premier de la première vague. Mais voilà, ça aurait pu. Ça aurait pu. Il y en a eu d'autres, tout aussi farfelus. Ce qui veut dire aussi que chacun soit à même de connaître ses limites pour analyser un article en préprint, quoi. Et ça, c'est pas toujours évident non plus. Alors oui, d'un certain côté, c'est extrêmement positif parce que c'est faire confiance à l'être humain dans sa capacité d'analyse et de critique. Et d'un autre côté, on se dit qu'il y a un petit peu de dangerosité à ça. Mais bon, ça existe, il faut faire avec. Est-ce que vous auriez une suggestion pour dire comment on peut faire mieux avec ça ? Peut-être former nos étudiants mieux à la critique des articles ? Oui, très clairement. Je veux dire à long terme, bien sûr. Voilà, très clairement, bien connaître les méthodologies, essayer de voir qu'un essai randomisé, contrôlé, c'est quand même bien plus solide qu'une étude observationnelle simple, et que quand on n'a pas de groupe témoin, on ne peut quand même pas conclure positivement sur un certain nombre d'observations. Donc ce sont des points importants, même si ça ne doit pas remettre en cause évidemment que l'observation reste la base du progrès scientifique, ou en tout cas la base des hypothèses, pour pouvoir ensuite engendrer des études et les valider par des études de meilleur niveau. Bien sûr. Une autre question, comment les experts peuvent-ils répercuter et s'assurer que l'information médicale soit directement pratique et utile dans sa mise en pratique sur le terrain ? Presque derrière cette question, il y a est-ce que les experts connaissent le terrain ? Si je lis entre les lignes. Alors en tout cas pour la Covid-19, je pense que beaucoup d'experts sont revenus au terrain, de fait. Effectivement, beaucoup d'entre nous qui avions beaucoup de missions, on va dire de gestion, d'enseignement, de recherche, en fait, nous avons abandonné toutes ces missions-là et nous sommes revenus au terrain. Nous avons repris des gardes, nous avons soigné des patients, nous avons eu des responsabilités cliniques directes, alors qu'avant, on avait quelques intermédiaires avant d'examiner les patients. Voilà. Et ça a fait du bien, je pense, à beaucoup, et ça nous a aussi permis de retrouver certaines réalités, certaines difficultés, et en tout cas aussi, on va dire, de mieux fédérer les équipes, parce qu'on était en face on va dire, de circonstances difficiles, de pression psychologique extrêmement intense, et le fait que l'équipe entière soit soudée nous a permis très probablement de faire face aux difficultés. Alors, pour la Covid, c'est une absolue évidence, mais je reprends ce qu'on a vécu aussi nous en infectiologie, c'est pas du tout la Covid, c'est au sujet des angines. Et donc on fait des recommandations sur l'infection ORL avec la contribution de diverses spécialités, etc. Et on a le reproche, ah oui, mais vous voyez jamais d'angine, ce qui est vrai. Je veux dire, des angines hospitalisées en maladie infectieuse, c'est vrai que c'est pas fréquent. Donc c'est absolument vrai. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une compétence. Bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une compétence microbiologique, etc. Alors, la réponse, c'est bien entendu d'intégrer les gens du terrain dans la recommandation et dans l'élaboration de la recommandation, bien entendu. Souvent, le réflexe est très corporatiste. C'est-à-dire, ah oui, mais c'est moi qui les vois, donc c'est moi qui fais, puis terminé, n'en parlons plus. Donc là aussi, il y a sans doute chez nos étudiants à intégrer l'idée de multidisciplinarité obligatoire.
de dire, bon ben voilà, vous avez tel ou tel cas, il est obligatoire que le pneumologue, le réanimateur, le dermatologue, le rhumatologue interviennent avec vous pour discuter du cas. Moi, j'ai eu du temps où je faisais la visite, j'avais une habitude qu'ils avaient repérée, bien entendu, c'est qu'ils posaient une question, les étudiants, et je disais, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, même si je savais. Mais de dire, je ne sais pas, donc allez chercher. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas juste de dire, oh, bah, fais à ma place. Non. Allez donc chercher. Et quand c'est une question sur une endocardite ou je ne sais quoi, eh ben, allez demander au cardiologue. Et alors, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai changé le cours des études médicales avec ce genre de comportement, mais je pense qu'il faut leur mettre dans la tête que dire « je ne sais pas » est une phrase fondamentale dans l'exercice médical. Et possible. Et possible, bien entendu. Déjà. Et que dire « je ne sais pas » n'est en rien dévalorisant. Ça ne veut pas dire que vous êtes stupide, ça ne veut pas dire que vous êtes un ignorant, ça veut simplement dire « je ne sais pas, donc je vais demander à quelqu'un qui sait ». Et ça, je crois que c'est important. Alors ça se retrouve dans un truc aussi trivial qu'une recommandation sur les angines, mais je pense que ça, c'est un point important qu'on devrait enseigner, peut-être plus. L'interdisciplinarité. C'est l'interdisciplinarité. C'est d'ailleurs un des grands enseignements de cette crise Covid, cette interdisciplinarité opérationnelle, comme vous le disiez tout à l'heure, sur le terrain, avec ce principe de subsidiarité et de solidarité. Donc on a beaucoup appris, on a aussi réappris à travailler ensemble sur les processus décisionnels, la collégialité, l'éthique au lit du malade, avec l'apport des uns et des autres. Et c'est vrai que ça, c'est un des fondements de la médecine moderne, et il ne faut pas qu'effectivement, à l'échelle universitaire, quand nos étudiants sont dans leur cursus, on l'oublie parce que ça commence très tôt. Mais ça veut dire aussi qu'il faut pouvoir l'appuyer à l'échelle des hôpitaux et puis, comme je le disais tout à l'heure, sortir des cloisons entre l'hôpital, la ville, le privé, le public. Ça, c'est aussi un des grands enseignements qu'on doit tirer parce que forcément, toutes nos questions autour de la pénétration de la communication et de l'information, elles sont aussi autour de la structuration du système de santé et de la philosophie qu'on veut donner derrière tout ça. Et si on essaye à chaque fois d'avoir des réponses courtes mais qu'on ne voit pas suffisamment en amont, on risque finalement de se heurter à ces difficultés de façon chronique, quoi. Bonjour, merci pour l'initiative. Alors je vous le répercute avec grand plaisir. Comment les services de cancérologie et les spécialistes de façon générale ont fait face au Covid tout en gérant leurs patients déjà vulnérables? Oui, alors ça, on en a beaucoup parlé. C'est une bonne question. Alors, je vais vous donner l'expérience d'un gros centre hospitalier général comme le nôtre parce qu'effectivement, ça a été pour les centres de lutte contre le cancer, il y a eu 2 phases. Ils étaient très impliqués dans la première vague et heureusement, on les a protégés après dans la deuxième et la troisième vague en disant on va vous épargner du Covid et c'est plutôt les CHU, les CHG qui les ont gérés. Donc ça, c'est vrai que pour le coup, c'est une très bonne question parce que l'actualité scientifique a été complètement connectée avec que fait-on, comment doit-on gérer. Nous, on a pris le parti dans notre établissement de maintenir toutes les activités de cancérologie un maximum et de sanctuariser finalement les services de cancéro et d'hémato au moment de cette première vague et puis des vagues successives, même si on a quand même dû demander notamment aux médecins de soins de support qui sont plutôt des généralistes avec des formations en soins de support, soins palliatifs, de participer aux activités Covid, ce qu'ils ont fait. Mais c'est vrai qu'on était très connectés aux recommandations parce que souvenez-vous, il y avait quand même des protocoles qui disaient on met en attente, comme on doit opérer plus tard le patient, on va mettre en attente par tel ou tel chimio. On parlait aussi des risques pour les patients atteints de cancer ou d'hémopathie par rapport au Covid, etc. etc. Donc, ce qu'on sait maintenant, avec du recul, c'est qu'on a beau avoir essayé de faire tout ce qu'on pouvait, l'impact sera majeur en France sur des retards de prise en charge et les surmortalités ou morbidités liées au Covid. Ça a été publié, y compris sur d'autres pays comme l'Angleterre, etc. Et malheureusement, il y a des conséquences et il y en aura sur notamment le retard de prise en charge. Il y a eu aussi un phénomène qui était la peur des patients d'aller à l'hôpital, de peur d'attraper le Covid et donc retard diagnostique, etc. On a vu des cas assez emblématiques de cette crise. Moi, je me souviens que sur la deuxième vague, avoir eu des patients en unité Covid
chez qui des cancers étaient découverts totalement négligés, et négligés depuis des mois. Donc c'est vrai qu'il y a cette réalité-là. Alors après, on a fait comme tout le monde, c'est-à-dire que les professionnels étaient tous épuisés. Voilà, on a essayé de protéger, on a essayé de maintenir ces activités, de ne pas les dégrader, mais malheureusement, il y a eu un impact. Quand vous n'avez plus accès au bloc opératoire pour opérer les patients atteints d'un cancer ou pour même faire des gestes diagnostiques comme de l'endoscopie digestive, forcément, ça questionne tout ce qui va se passer derrière sur le parcours. Donc, je pense qu'on aura probablement des données scientifiques qui vont arriver au fur et à mesure, qui ne seront pas forcément positives. Alors, dans un autre domaine que la cancérologie, pour revenir à mon domaine, l'infectiologie, on a constaté, il y a une étude qui est maintenant qui est en cours et qui dans une partie a été publiée, qui montre qu'il y a un retard à la vaccination. C'est-à-dire aussi bien chez les enfants dont la vaccination a été décalée. Alors c'est peut-être pas trop grave parce que cela, il va y avoir un rattrapage possible parce que les enfants, il y a de multiples occasions pour qu'ils voient un pédiatre et donc il y aura un rattrapage. N'empêche que pendant une certaine période, ils sont plus fragiles et on craint un rebond. Compte tenu de leur absence d'immunité, un rebond pour toutes les pathologies, gastro-entérite, VRS, etc. Mais simplement méningocoque, ça intéresse les réanimateurs. Méningocoque, l'année dernière, 35 cas de méningococcie seulement. 35, alors que d'habitude on est autour de 500, 600. Donc là, il y a une vraie modification épidémiologique qui, à l'évidence, va être temporaire. Et donc, pour ce qui est de la vaccination, il y a ce retard, et puis il y a surtout ce retard aussi qu'on constate chez l'adulte. Oui. Et là, le rattrapage est beaucoup moins simple à opérer sur les vaccinations pneumocoques, zona, etc. Donc, il y a des conséquences, je veux dire, à tous les étages de notre activité. Est-ce que la place de la publication des revues scientifiques a changé avec cette pandémie ? Alors, j'allais dire que c'est un sujet très important. En tout cas, effectivement, les articles Covid ont été, comme ça a été dit, surtout dirigés vers un nombre relativement limité de revues. Les revues très généralistes, le JAMA a fait beaucoup dans le domaine, des revues de pathologie infectieuse, peut-être un peu moins les autres types de revues, et certains types de revues n'ont pas du tout publié de la Covid. Ouais. Évidemment, la grande question que tout le monde se pose, c'est que va-t-il en être des impact factors de toutes ces revues ? Parce qu'évidemment, la littérature sur la Covid a été extraordinaire. Je crois qu'il y a plus eu d'articles sur la Covid que de tout temps sur l'arrêt cardiaque, pour vous dire. Et en fait, c'est monté en puissance. Et en plus, toutes ces revues se sont citées entre elles sur un très petit laps de temps. Donc théoriquement, on s'attendrait à ce que les revues qui ont fait du Covid ont des impact factors qui se multiplient par, je ne sais pas, 5 ou 10, ou en tout cas qu'il y ait une modification de la hiérarchie des journaux extrêmement importante. Alors je sais qu'il y a 48 heures, les impact factors sont parus, mais en fait il faut savoir, c'est les impact factors de 2020 qui ne tiennent pas compte encore de l'impact du Covid. Voilà. Mais en fait, c'est l'année prochaine où on va voir, je pense, une modification totale. Alors, je ne sais pas si ça sera transitoire ou pas, mais en tout cas, une modification totale de la hiérarchie des revues. Oui, absolument. C'est un des effets presque pervers, d'ailleurs, de ce mode de calcul de l'impact factor. Il y aurait beaucoup à dire, d'ailleurs, sur le mode de calcul de l'impact factor et la place qu'on lui accorde. Mais il y a une revue, d'ailleurs, qui vient de se désolidariser complètement de l'impact factor et dire... non, c'est pas une revue, c'est dans le processus de carrière, je ne sais plus quel est le pays qui a décidé de laisser tomber. C'est l'université d'Utrecht, oui, voilà, c'est ça. C'est l'université d'Utrecht qui a décidé, on ne regarde plus l'impact factor. C'est radical, mais... il faut voir que l'impact factor, c'est un calcul pervers du nombre d'articles cités sur le nombre d'articles publiés. Donc on comprend bien que plus il y a de citations, bien sûr, l'impact factor grimpe, mais vous avez un moyen très simple de le faire augmenter, c'est de diminuer les publications. Et c'est de la pure mécanique, et ça n'a rien à voir avec une quelconque qualité. Le problème, c'est que souvent, c'est sur cette base que se font les carrières, et voilà. Que se font la hiérarchisation des spécialités entre elles
matériel, les moyens financiers de support, donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et il faut dire aussi, je ne sais pas si c'est vrai, mais il faut savoir que les lettres à l'éditeur, normalement, ne faisaient pas partie du calcul de l'impact factor, mais qu'au vu de la multiplication des lettres de type research letter, celle-ci pourrait rentrer dans le calcul à juste titre des impact factors. C'est-à-dire que c'est encore plus pervers, c'est-à-dire que les lettres, elles peuvent être comptées au numérateur, mais elles ne sont pas au dénominateur. C'est-à-dire qu'elles peuvent compter comme citées, mais elles ne comptent pas dans le nombre d'articles publiés. Donc on peut encore jouer en et donc tout ça est en négociation, monter. Mais on va dire que ça a des conséquences très importantes. Très importantes, parce que nous, en France, on connaît le système des points SIGAPS dans les hôpitaux, qui sont basés en fait sur impact factor. Donc il y a des budgets hospitaliers qui sont basés là-dessus. Et comme c'est un outil, bon, il existe, c'est bien, mais c'est quand même pas l'outil le plus, je veux dire, spécifique ou le plus sensible. Et donc, voilà, le fameux article, je reprends l'article de Wakefield, cet article hépatite B, etc. Quand vous le citez pour dire qu'il est ultra mauvais, que c'est une fraude, et ben hop, l'impact factor monte grâce à cet article. Et je crois qu'il y a un article un peu du même genre français sur le sujet que l'on connaît concernant qui va permettre à la revue qu'il a publiée d'avoir un impact factor qui grimpe effectivement de façon injuste. Bien. Comment diffuser l'information médicale en décloisonnant entre le suivi des patients en ville et un suivi hospitalier ? C'est-à-dire, en gros, comment faire passer l'information vers les médecins non hospitaliers ? Il y a une réponse que j'ai envie de vous donner là tout de suite de façon très intuitive, c'est le courrier médical que l'on fait en sortie d'hospitalisation, parce que finalement on a été très formaté sur la façon dont il faut faire un courrier, mais c'est aussi un moyen de faire passer de l'information parfois très simplement et de façon tout à fait confraternelle évidemment. Donc je pense que le courrier d'un patient ou un coup de fil qui va suivre la prise en charge d'un patient, ça peut permettre effectivement de faire passer de l'information. Moi, personnellement, je l'utilise comme un outil de cette façon-là, de façon très simple, parce que ça permet de rappeler une recommandation, mais vraiment, je le dis en toute confraternalité, c'est-à-dire sans blesser qui que ce soit. Donc ça, c'est une façon de le faire. Après, je pense que les portails ville-hôpital qu'on essaye de mettre en œuvre, qui sont rarement fonctionnels, mais qui existent quand même, sont des moyens. Et puis, il y a d'autres outils, on n'en a pas parlé, mais quand vous avez un patient, je prends l'exemple des soins de support et de la cancérologie, un patient qui lui-même fait remonter des symptômes par les Patient Reported Outcomes à son oncologue et à son équipe de soins de support, le médecin correspondant peut être aussi dans la boucle et savoir qu'effectivement, plutôt que d'avoir un circuit classique où j'ai 2 jours de vomissement post-chimio, je vais avoir à peine ces symptômes commencer, tout de suite informer l'équipe de référence qui, elle, va revenir vers le médecin traitant qui sera l'interlocuteur de proximité. C'est aussi une façon de faire passer de l'information de façon tout à fait informelle, mais c'est quand même intéressant parce que c'est très pragmatique. Donc je pense qu'il y a plein de choses à imaginer. En tout cas, les portails ville-hôpital, il faut qu'ils soient quand même assez... il ne faut pas que ça soit des entités trop administratives, il faut que ça soit vraiment très fonctionnel, parce que l'information circulera dans les 2 sens aussi. C'est ce qui est quand même un vrai souci, mais ça rejoint aussi le souci de la formation continue en France. Je veux dire, quiconque s'est intéressé de loin, je l'espère pour la personne, au DPC, a compris que on est quand même les champions du monde de l'usine à gaz. C'est quand même assez impressionnant. Et là, c'est pas avec ça qu'on va améliorer la formation continue, parce que je pense que quand même les journaux, pour revenir à eux, ont une part de responsabilité dans la formation médicale. Ils devraient l'avoir dans la formation médicale continue. Et pour l'instant, c'est, à ma connaissance, à peu près totalement inexistant. Donc là, il y a un vrai souci. Et puis, il y a le deuxième souci, c'est que les médecins français, je parle pour les Français, les autres, je ne connais pas, mais les médecins français ne sont en gros pas abonnés aux journaux. Ils ne les regardent pas. Alors, j'ai encore en tête un exemple international, je dirais au Congrès américain de pathologie infectieuse, et où il y avait tout
toute une session sur la formation médicale continue. Et il y avait celui qui était responsable de la communication de l'université de Philadelphie. Je ne me rappelle plus le nom de l'université exact, à Philadelphie, et qui disait, on a fait une enquête, et à la fin de cette enquête, eh bien, il apparaît que les médecins américains, leur source de formation continue, c'est CNN. Donc, chez nous, la conversion, c'est TF1, en gros. Alors, ceux qui parlent sur TF1, c'est plutôt bien. Mais ça donne l'idée. Et alors, comment faire mieux? C'est aussi peut-être parce qu'on ne propose pas ce que les gens attendent. Ouais. Je veux dire, c'est pas seulement de la faute des personnes qui ne s'abonnent pas ou qui lisent pas les journaux en question. C'est pas, peut-être il y a une part, mais c'est surtout qu'on ne donne peut-être pas ce qu'ils voudraient. Et là, il faut peut-être réfléchir aussi là-dessus à la façon dont on pourrait confectionner nos différents journaux. Mais bon, c'est un chantier. Ou alors de les décliner différemment, c'est-à-dire d'avoir plusieurs niveaux sans que ça soit péjoratif, mais qui pourrait même être un niveau soignant, un niveau médecin généraliste, un niveau médecin spécialiste, etc. C'est peut-être une façon de concevoir les choses et d'adapter justement avec un socle de base qui est identique, des modalités d'information qui seront différentes en fonction du public. Parce que ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la confusion de qui est le public. Là, on est... D'ailleurs, c'est un bon exemple, CNN. Oui, voilà. Absolument. On retrouve ce qu'on a vécu là, c'est que finalement, ça veut dire qu'une certaine information quand même circule. Oui, tout à fait. Et alors, on retombe encore dans la discussion d'avant sur l'impact factor et la dictature de l'impact factor. C'est-à-dire que si on commence à décliner le journal en différentes sous-parties, je dis n'importe quoi, un article sur l'épidémiologie microbiologique de telle ou telle pathologie, et puis derrière, il y a un espèce d'article de synthèse à disposition des médecins généralistes pour leur dire voilà comment vous pouvez utiliser cette information, cet article va compter dans l'impact factor. Comme il ne sera jamais cité, on se tire une balle dans le pied. D'où je veux dire, une vraie réflexion d'ensemble sur le milieu de l'édition et de l'évaluation académique. Parce que les carrières se font là-dessus pour l'instant. Donc ça peut être un vrai problème. Bonjour, la pandémie de la Covid-19, une leçon pour une pratique plus étendue de l'evidence-based medicine, ou bien une leçon pour revoir les principes de cette EBM. Comment diffuser cette information médicale validée? C'est existentiel, ça un peu. Moi, je dirais les deux, c'est-à-dire d'abord, ça a remis en place quand même l'importance des études observationnelles, ne serait-ce que dans le cadre de l'urgence. Effectivement, monter une étude randomisée, contrôlée, bien faite, on ne pouvait pas en espérer des résultats que plusieurs mois après le pic épidémique, en tout cas la première vague. Et donc, de fait, évidemment, au début, les observations ont compté et ont permis, malgré tout, même s'il y a eu des petites erreurs, de faire les bons choix. Très vite, on a vu que tel ou tel médicament ne marchait pas. À l'inverse, les corticoïdes donnaient des effets positifs. On a vu comment évoluaient les patients, quel est les taux de décès. D'ailleurs, ce sont des informations qui ne se sont pas démenties, qui ont été validées par la suite. Donc, ça a remis en selle les études d'observation. Mais également, je pense, ça a redonné de l'importance aux études randomisées qui, lorsqu'il y avait des contradictions entre les observations, a finalement donné le là de la vérité. Et on voit qu'effectivement, sur certains sujets extrêmement délicats, il a fallu plusieurs études randomisées, des méta-analyses. Donc on a retrouvé cette fameuse structuration de l'EBM qui finalement a été validée par cette crise. Même si dans le tempo, dans la chronologie, l'observation avait un temps au départ et l'étude de meilleur niveau de preuve par la suite. Oui, donc finalement, l'évaluation scientifique a suivi un cours qu'on va qualifier de normal. Tout à fait. Et tous les uns les autres, on a pu en subir l'effet pervers de l'extrême politisation, au sens, je ne parle pas
de politique politicienne, mais l'extrême politisation est sans doute nécessaire, parce que, je veux dire, on ne confine pas des pays comme ça en claquant des doigts. Donc l'extrême politisation de cette pandémie, c'est quand même assez extraordinaire, c'est quand même jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, ce genre de comportement. Bien, il est temps de conclure. On va d'abord remercier énormément pour leur contribution nos deux collègues qui exerçaient dans des milieux assez différents, et c'est justement la transdisciplinarité dont on parlait qui apporte des points de vue très complémentaires. La conclusion, moi, que j'en tirerai, elle est forcément absolument biaisée, parce que c'est mon avis, elle est donc peu objective, mais ce que j'en retiens, c'est que il faut qu'on invente un nouveau mode de publication sans aucunement détruire la qualité de l'évaluation scientifique. C'est-à-dire cette évaluation scientifique telle qu'on la connaît, avec finalement un mécanisme qui marche plutôt bien. Comment est-ce qu'on va arriver à la retraduire pour le plus grand nombre, que ce soit nos collègues ou que ce soit le grand public. Donc là, il y a un vrai challenge. Alors peut-être les nouveaux outils, mais là je parle, je le répète, en total incompétent de ces outils, mais on va trouver les gens compétents pour le faire. Donc en utilisant ces nouveaux outils, et puis en ayant sans doute une réflexion sur nos publics. On a peut-être eu trop tendance, alors je parle pour moi, trop tendance à se renfermer sur nos publics préférentiels et pas assez réfléchi sur comment s'ouvrir vers les autres. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir, je pense, mettre en chantier. Je ne sais pas si c'est simple, pas simple. On va voir. On va voir. Mais en tout cas, un très très grand merci. Merci. Et merci à tous ceux qui ont eu la faiblesse, la patience de nous écouter. Arrêtez ce que finalement on savait tous faire jusque-là. La collaboration entre les acteurs, c'est chaque cabinet selon sa propre dynamique et ses propres techniques d'information qui s'est organisé. Avec des troubles respiratoires.